Partons à présent en voyage, un voyage entre art et médecine millénaire. C'est au musée Guimet que ça se passe à Paris avec une exposition fascinante. Je vous invite à aller la voir. Médecine d'Asie, l'art de l'équilibre. Et ce voyage, c'est avec vous que nous allons l'entreprendre. Merci Aurélie Samuel d'être venue dans ce journal. Vous êtes la commissaire de cette exposition. D'ailleurs, c'est votre idée d'avoir créé cette très belle exposition. Alors, vous nous emmenez où? Moi, j'ai souvenir d'une première salle où au sol est mise en scène en fait le flux des énergies corporelles et le flux sanguin. C'est magnifiquement fait. Écoutez, merci. On a tenté, si vous voulez, avec cette exposition, d'avoir une approche immersive. L'idée, c'était vraiment de présenter les trois grandes médecines, que sont la médecine indienne ayurvédique, médecine extrême orientale et médecine tibétaine. Et ce qu'elles ont en commun, c'est ce flux, justement, énergétique qui circule dans le corps, qui doit être en harmonie. Et c'est toujours celui-ci qu'on essaie de garder en harmonie pour éviter la maladie. Et on voulait que les visiteurs pénètrent dans l'exposition et ressentent ça aussi dans leur corps, parce que ça crée aussi quelque chose, c'est une vraie expérience. Donc, je crois que c'est assez réussi, mais en tout cas, ça permet surtout d'aborder aussi ces disciplines qui ne sont pas toujours très faciles à comprendre d'une autre manière. Alors justement, cette exposition emmène le visiteur à quelle époque? Quels sont les premiers moments, les premiers documents où on parle de cette médecine d'Asie? Les premiers documents remontent, on va dire, jusqu'au 1er millénaire avant Jésus-Christ. La pièce la plus ancienne de l'exposition, c'est le Xe siècle avant Jésus-Christ. Mais on n'a pas nécessairement des traités qui datent de cette époque, bien sûr. Ils ont été recopiés, donc on en montre quelques-uns. Il y a quand même des théories et une forme justement de théorisation quand même assez poussée, puisque certains ouvrages sont quasiment encore étudiés aujourd'hui, en tout cas pour tout ce qui est approche pharmaceutique, herboristerie, etc. Mais je dirais que la plupart a quand même été codifié autour des 11e, 12e siècles, que ce soit en Chine comme en Inde. Alors pourquoi vous faites cette relation entre médecine et art? Comment la faites-vous, en fait, cette relation? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les artistes se sont inspirés de ces pratiques. En fait, quand on a commencé à réfléchir à cette exposition, on s'est demandé s'il y avait matière à la faire. Tout simplement parce que je me suis demandé, moi, s'il y avait assez de représentation. Et en fait, effectivement, les artistes ont représenté, alors que ce soit les diagnostics, avec la prise de pouls, avec la fasciomancie. Alors, la fasciomancie, c'est l'art de déceler, en fin de compte, sur les traits du visage, les différentes pathologies. Et puis, bien sûr, toute cette production qui est pédagogique. Les mannequins d'acupuncture pour apprendre aux futurs médecins l'acupuncture, mais ce sont à la fois des très belles sculptures. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait vraiment une forme d'art très spécifique avec des vrais chefs-d'œuvre qui étaient dédiés finalement à ces disciplines. Et c'est des collections qui vous ont été prêtées, que vous avez été puisées dans les réserves de Guimet, ou avez-vous trouvé toutes ces pièces d'art? Alors, beaucoup sont au musée Guimet, et c'est ce qui est intéressant, c'est que ce sont des pièces, pour la plupart, qui ne sont jamais sorties des réserves, parce qu'elles n'ont pas été étudiées, ou alors, en tout cas, elles ont été montrées avec un autre niveau de lecture. Et ensuite, on a aussi de très beaux prêts, notamment des prêts européens, de Londres, du Victorian Albert Museum, de Berlin, mais aussi de collections privées et de collections quasiment inconnues. Vous parlez de différents niveaux de culture. Il y a notamment le buste de Jayavarman Manset, le roi de l'Empire Khmer. Et là, on apprend justement autre chose de lui. C'est pas simplement l'homme méditant. Non, et c'est pas simplement le roi, c'est celui qui a lancé une grande politique médicale d'installation des hôpitaux. Ça veut dire qu'il avait à cœur aussi que ces sujets, finalement, soient en bonne santé. C'est une des premières politiques de santé publique, en fait, dans un empire asiatique ancien. Quelle est la plus grande différence entre la médecine occidentale et la médecine orientale, si vous deviez la qualifier? Ou il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs. Je dirais qu'il y en a deux majeures. La première, c'est que c'est une médecine préventive qui agit avant d'être malade. L'orientale. En Chine, on a l'habitude de dire que lorsque l'on est malade, c'est qu'on a un mauvais médecin. Parce qu'en fait, on doit aller voir le médecin avant d'être souffrant. Et c'est justement cet équilibre des énergies que l'on doit trouver pour ne pas être malade. Et la deuxième grande différence, c'est que c'est une médecine, la médecine orientale, qui est holistique, qui soigne le corps et l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de pratiques énergétiques ou de pratiques de contrôle du souffle qu'est la méditation, parce que c'est important de soigner le corps et l'esprit. Et on invite justement les visiteurs dans l'exposition à méditer dans une salle spécifique avec une méditation guidée par Mathieu Ricard. Oui, qui est très très belle d'ailleurs, où on a le temps de s'installer, de méditer pendant 6 minutes avec la voix de Mathieu Ricard, effectivement, qui nous enveloppe totalement et qui nous permet de mieux réaliser comment on respire, quel est le souffle, d'où vient-il, etc. Comment on respire, comment le maîtriser, comment arriver à s'extraire, même si c'est quelques minutes dans la journée, c'est déjà une façon aussi de calmer le rythme cardiaque et justement d'approcher en tout cas cette forme d'introspection et d'harmonie que l'on cherche tous. Et comment vous expliquez aujourd'hui que cette médecine est justement largement plébiscitée chez nous en Occident ?
Beaucoup de gens font aujourd'hui de la méditation, le yoga. Il y a 20 ans, on ne parlait pas du yoga comme on en parle aujourd'hui, ni de la méditation, ni de tous ces comment dire, ces principes, ces apprentissages finalement sur soi. Je pense qu'il y a toujours eu un intérêt, parce qu'il y a eu un intérêt pour l'Asie, d'une manière générale. Je crois aussi que ce sont des médecines qui prennent le temps. Et c'est pour ça aussi qu'on les a un petit peu abandonnés, parce que l'herboristerie, on la pratiquait au Moyen-Âge en France ou en Europe d'une manière générale. Mais ce sont des médecines longues. Et je crois, depuis le Covid d'ailleurs, que les gens ont pris conscience aussi que ce rythme effréné, on avait besoin aussi peut-être de ralentir. Et que c'est vrai que parfois, une décoction de plantes fera autant d'effet qu'un médicament chimique. On va prendre le temps de le faire, parce que c'est plus en harmonie avec la nature. Donc je pense que c'est dans l'air du temps, mais c'est pas récent. Parce qu'en fait, les premiers occidentaux qui se sont intéressés à la médecine asiatique, ce sont les jésuites du XVIIe siècle et tous les grands scientifiques des XVIIIe et des XIXe siècles. Donc ça ne date pas d'hier. Mais il y a un regard... Ça s'est vulgarisé, on va dire, Absolument. ces dernières années. Merci beaucoup, en tout cas Aurélie Samuel, d'être venue sur le plateau de TV5 Monde pour cette très belle exposition qui est à voir au musée Guimet, donc Médecine d'Asie jusqu'au 18 septembre. N'hésitez pas à vous y rendre si vous êtes de passage à Paris ou si bien sûr vous êtes parisien. Voilà, c'était